Demain, du ventre du temps, surgira un nouvel an. Rien ne passe comme les années et rien ne dure comme les minutes. Sur ce, et mes téléspectateurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la rétrospective des faits marquants de l'an 2017. On commence par le chapitre politique. Vous le savez, ce monde a été marqué cette année par la vive polémique autour du code électoral révisé, la crise qui a fortement secoué la Commission électorale nationale indépendante ou encore le jeu de passe-passe de quelques leaders qui se sont livrés à un véritable spectacle des va-et-vient. Politique, un terrain toujours en mouvement, c'est un dossier préparé par Alpha Ibrahima Touré. Suivez son commentaire. 2017 a été dès le début marqué par un bras de fer politico-parlementaire entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Le 4 janvier, les députés du libéral-démocrate sont absents dans l'hémicycle alors qu'on y assistait à une cérémonie solennelle, la clôture en différé de la session budgétaire. Par cet acte, ces parlementaires de l'opposition ont voulu protester contre le retrait du projet du code électoral qui devait intégrer le point 2 de l'accord du 12 octobre 2016, source d'une vive polémique dont on a suffisamment parlé dans la presse. 5 jours après cet acte de protestation des députés de l'opposition, le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel retire les propositions qu'il avait faites sur la modification du code électoral. Il a fait ce rétropédalage pour sauvegarder la paix selon la version officielle. Donc, le code électoral révisé sera finalement adopté le 23 février à l'occasion d'une session extraordinaire. Ce texte de loi devant encadrer le processus électoral sera tout de suite attaqué par des acteurs politiques, des activistes de la société civile et même des universitaires qui estiment que cette nouvelle version du code électoral n'est pas en conformité avec la Constitution. Cette inconstitutionnalité évoquée concerne principalement le volet qui a retiré aux citoyens à la base le droit d'élire directement les dirigeants de leur choix à la tête des conseils de quartier et des districts. Dans son verdict qui a tranché sur cette question, la Cour constitutionnelle a recalé quelques articles du nouveau code sans toucher le principal point à polémique. Un autre bras de fer ayant particulièrement marqué la vie politique du pays cette année, c'est celui qui a opposé Bakary Fofana, alors président de la CENI, à une fronde composée de l'écrasante majorité des commissaires de cette institution à polémique. L'homme tentera de résister pendant quelques semaines, mais il sera finalement destitué lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 4 juillet 2017. À sa place, Salifou Kébé est élu président de la CENI. Bakary Fofana portera un recours auprès de la Cour suprême pour tenter de survivre sans succès. L'élection du nouveau président est confirmée par la Cour. Salifou prend fonction, il entame une tournée dans les QG des partis politiques, suivie de la tenue d'un atelier de concertation et d'échange avec les principaux acteurs impliqués dans le processus électoral. À l'issue de cet atelier de 3 jours, la CENI, dans une déclaration datée du 25 septembre, annonce la tenue des élections locales pour le 4 février 2018. Autre fait marquant dans cette rubrique politique, c'est la série des manifestations des rues déclenchées le 2 août par une partie de l'opposition républicaine. Cette fois-ci, c'est le Dalin et certains leaders dénoncent entre autres l'insécurité, l'insalubrité, la mauvaise gouvernance et le non-respect des droits de l'homme. Ces mots d'ordre ne sont pas fondés pour redescendre dans la rue, selon les Jean-Marc Teliano, Aboubakar Silla,
qui vont d'ailleurs créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Ils l'ont baptisé le FAD, Front pour l'alternance démocratique. Une alliance qui, par le mouvement des va-et-vient de ses membres, n'a pas su se maintenir pour longtemps. Les derniers développements de l'actualité politique interviennent dans un contexte électoral marqué par des querelles intestines qui déchirent tous les bords. À la mouvance présidentielle, certains alliés ont décidé d'aller aux élections, cette fois sous les couleurs de leurs partis respectifs, à cause du fameux quota des 80% contre 20 proposés par le parti au pouvoir. Au même moment, du côté de l'opposition, on assiste à la proclamation de l'indépendance des partis politiques dont les présidents étaient jusque-là qualifiés de leaders remorqués par la principale formation politique de l'opposition guinéenne. Une opposition encore plus divisée ces derniers temps. Pour la première fois, la présidence tournante de l'Union africaine est assurée par la Guinée et ça s'est passé sous Alpha Condé. C'est le point fort de la diplomatie guinéenne au compte de cette année qui s'en va, ce qui a du coup multiplié la fréquence des déplacements du chef de l'État, déjà connu pour ses innombrables voyages. Le locataire de Séro-Touréa représentera le continent à plusieurs rendez-vous internationaux, mais en Guinée ici également, il a reçu quelques personnalités étrangères en sa double qualité du président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Diplomatie et coopération, c'est avec Ansoubaï Le Baldi. Contrairement aux 2 dernières années, Conakry a enregistré moins de visites diplomatiques et de coopération en 2017. Parmi celles qui ont le plus marqué les attentions, on note l'arrivée du roi marocain le 23 février. Au cours de cette deuxième visite de Mohamed VI, plusieurs accords de coopération ont été signés entre le royaume chérifien et la Guinée. Il s'agit notamment de celui relatif au partage d'expériences à travers la réhabilitation d'un projet d'aménagement hydro-agricole d'une superficie de 300 hectares destiné au maraîchage. Ce projet, selon le contenu de l'accord, sera entièrement financé par le Royaume du Maroc. Sa réalisation porte sur une durée prévisionnelle de 18 mois. Au compte de cette année qui s'en va, le point fort de la diplomatie guinéenne reste l'arrivée d'Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. C'est dans ce cadre que les présidents tchadiens et rwandais sont arrivés à Conakry le 23 avril dernier. Paul Kagame et Idriss Déby Itno étaient venus présenter le rapport des réformes institutionnelles de l'organisation panafricaine. À cette rencontre de Conakry, Alpha Condé a exprimé ses attentes vis-à-vis du travail confié au Rwandais Paul Kagame. Il a par ailleurs félicité ses homologues pour les efforts fournis dans ce sens. Idriss Déby Itno, qui a précédé le président guinéen à la tête de l'UA, a déclaré que le changement que les responsables africains veulent apporter à l'Union est vital. Toujours selon lui, les alternatives aux équations multiples qui se posent à l'UA résident dans le changement des politiques, des méthodes et des cultures organisationnelles dans les communautés africaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, également présent au rendez-vous de Conakry, a rappelé l'importance de cette réforme institutionnelle. Pour Moussa Mohamed Faki, la question déterminante du succès du continent réside dans la force de la volonté politique et de l'engagement réel et sincère pour l'Union africaine. À cette occasion, le président rwandais a insisté sur l'autonomisation financière de cette organisation continentale qui, selon lui, devrait être accélérée. Fin avril, le chef de l'État togolais signe son arrivée à Conakry. Faure Gnassingbé était venu faire le point sur la sécurité maritime en Afrique dont la tâche lui a été confiée par le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé. Le 10 octobre, l'homme fort de Lomé effectuait une deuxième visite dans la capitale guinéenne. Cette fois-ci, Faure Gnassingbé a juste fait quelques heures à Conakry. Selon des informations, cette visite presque discrète était liée à la crise politique dans laquelle est plongé son pays depuis quelques mois.
Il faut également noter le Forum international sur les énergies renouvelables tenu à Conakry le 4 mars. À travers cette initiative, l'Afrique veut accélérer l'électrification du continent d'ici 2020. Au total, 400 projets sont choisis par les dirigeants du continent eux-mêmes. L'objectif de l'AREI est d'installer 10 gigawatts de centrales d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. 4,5 milliards de dollars sont déjà annoncés pour le financement des travaux. Par cette initiative, l'Afrique compte atteindre les 300 gigawatts d'ici à 2030, chose qui lui permettrait de répondre aux attentes de 6 millions de personnes en manque d'électricité. Toujours dans le cadre des visites diplomatiques, on se souvient encore de l'arrivée à Conakry du chef de l'État ivoirien le 26 octobre. Cette visite d'Alassane Dramane Ouattara s'inscrivait dans le cadre du projet de création d'une monnaie commune pour les pays membres de la CEDEAO. Il faut rappeler qu'Alpha Condé et Ouattara avaient évoqué beaucoup d'autres sujets au cours de ce tête-à-tête. Signalons enfin les interminables déplacements d'Alpha Condé qui a agi cette année non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais aussi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Son mandat au compte de cette deuxième casquette a logiquement pris fin ce 31 décembre 2017. En Soubaïlou, il faut ajouter la visite de l'émir du Qatar qui a séjourné à Conakry les 21 et 22 décembre. Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani était en tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de l'étape de Conakry, l'émir a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État Alpha Condé, puis s'en est suivi la signature de cet accord de partenariat entre les gouvernants guinéens et qataris. Jamais un régime guinéen ne s'était aussi montré hostile à la presse indépendante. Cette année, les médias privés du pays ont subi de la part du pouvoir en place tout ce qu'il y a de suffisant pour qualifier un régime de dictatorial. Des gendarmes jusque dans les salles de rédaction pour arrêter des journalistes en ce 21e siècle. Des radios aussi sont fermées, le tout aggravé par des scènes de bastonnade d'une extrême barbarie contre les journalistes. La volonté de museler la presse est plus que réelle en Guinée. Alpha Condé et médias, c'est un dossier signé Djenabou Diallo. Le monde des médias était secoué en 2017 par cette volonté de museler la presse qui a animé le pouvoir en place jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République a réellement bénéficié du soutien de la presse privée dans sa vie d'opposant. Mais depuis son arrivée aux affaires, Alpha Condé est devenu hostile aux médias indépendants du pays. Son attitude liberticide a pris une allure particulièrement inquiétante à partir du 30 octobre. Ce jour-là, une équipe de la gendarmerie s'introduit illégalement dans la rédaction politique du groupe Gangan. 3 journalistes de ce média, plus le directeur général, sont arrêtés et mis en garde à vue sur la base des rumeurs donnant le chef de l'État pour mort. Des rumeurs pourtant entretenues par l'entourage du chef de l'État selon nos sources. Ces flammes de l'enfer qui ont commencé à Gangan vont très vite s'étendre sur l'ensemble de la presse privée puisque dès le lendemain déjà, des gendarmes se livreraient à un spectacle de bastonnade sauvage contre des dizaines de journalistes venus apporter leur soutien au directeur de Gangan à leur déféré à l'Écho 3 de Matam. Près de 20 journalistes sont gravement blessés, des matériels de travail endommagés et de nombreux téléphones volés ou détruits. Les images ont fait le tour du monde. Après cette horrible scène, le directeur de Gangan sera finalement libéré dans la soirée après avoir été inculpé par le procureur de Mafanko. Mais la purge, elle va continuer car 2 jours seulement après, le curseur est mis sur le groupe Adafou.
Dans un communiqué, la haute autorité de la communication décide de fermer la radio Espace pour 9 jours à compter du 3 novembre. Cette fois-ci, la HAC reproche à un animateur des grandes gueules d'avoir diffusé des informations secrètes, défense susceptibles de saper le moral des troupes. 24 heures plus tard, la HAC adresse ce qu'elle a appelé un dernier avertissement au groupe Évasion pour diffusion des images qualifiées d'atteinte à la pudeur. Un acte mal perçu par nos confrères de ce média privé, puisque les images incriminées ont d'abord été diffusées sur la RTG avant qu'elles ne passent sur Évasion TV sans que les premiers à diffuser ne soient inquiétés. Conscient de la volonté désormais affichée des autorités à faire taire les journalistes, les responsables des associations de presse appellent à une forte mobilisation pour une marche dite de la colère contre ces agissements liberticides. Mais apparemment, le pouvoir d'Alpha Condé n'a pas entendu le message, sinon il n'en a pas tenu compte. Pendant que les défenseurs de la liberté d'expression s'attendaient à une déclaration de regret et de condamnation de la part du chef de l'État, Alpha Condé fait une sortie spectaculaire qui a replongé la mémoire des plus anciens vers les années 60 des régimes communistes caractérisés par la pensée unique. Il vient d'interdire aux journalistes de donner la parole au syndicaliste Aboubakar Souma, meneur de la très mouvementée grève des enseignants. Le président de la République ajoute que tout média contrevenant sera fermé. C'est le 25 novembre, le même jour, Gangan Radio Télé diffuse une interview exclusive du célèbre syndicaliste. Un jour après, Beta FM de l'Abbé lui emboîte les pas. Comme l'avait promis Alpha Condé, ces deux médias seront effectivement fermés le 27 novembre, puis relancés à la suite d'un communiqué dans lequel la HAC a rappelé au chef de l'État qu'elle est la seule institution habilitée à fermer un média en République de Guinée. Ce rappel à l'ordre de la HAC est salué par les amoureux de l'état de droit, mais malheureusement, la traversée du désert ne fait que commencer pour la presse. Novembre est désormais déclaré mois noir pour les médias guinéens. Pourtant, novembre ne partira pas avec son cortège de problèmes apportés cette année à la presse. 10 jours après, c'est-à-dire le 11 décembre, près de 15 radios sont fermées l'une après l'autre par l'ARPT. Le service concerné évoque le non-paiement de redevances pour justifier cette fermeture en cascade, mais certains observateurs trouvent plutôt la main du chef de l'État derrière la démarche car quelques jours plus tôt, Alpha Condé avait menacé de fermer toutes les radios qui devaient à l'État. Il avait mentionné le cas spécifique de Gangan FM, estimant que c'est cette radio qui avait annoncé sa mort imaginaire. Il y a un journal qui dit, quand il est mort, Sékou est mort, Alpha aussi est parti. Au lieu de reconnaître leur faute, ils veulent dire le contraire. J'ai dit, si c'est comme ça désormais, vous allez voir, je vais fermer toutes les radios qui sont dans l'égalité. Au-delà de cette haine du pouvoir contre la presse indépendante, les hommes de médias ont également été frappés par la mort de plusieurs journalistes comme Hassan Abraham Keïta du groupe de presse Lynx Lanx, Rafiou Diallo de Bonheur FM, du Plexila de Gangan FM, Cheikh Oumar Kamara Idrissa Kamara de la Radio Nationale, Tonton Ibra de la RTG et tout récemment Mohamed Kamara de la cellule de communication du gouvernement. Cette allure liberticide du pouvoir d'Alpha Condé a suscité des inquiétudes jusqu'à l'étranger. Les médias internationaux aussi en ont suffisamment fait écho. Nous vous proposons ce reportage sur la liberté de la presse en Guinée. Il a été réalisé en novembre dernier par nos confrères de TV5. Suivez. À Conakry, Gangan TV n'aimait plus depuis lundi. Accusé d'avoir donné la parole à un syndicaliste, un rebelle pour le pouvoir, qui serait responsable de l'actuelle grève des enseignants. Il s'appelle Aboubakar Souma et il se cache aujourd'hui, il vit dans la clandestinité. La radio qu'il a laissé parler est donc fermée, mais le rédacteur en chef garde la foi.
nous dénonçons ce qui ne va pas et je pense que c'est un devoir qui est assigné à la presse. En aucune manière on ne va pas se laisser emporter par n'importe quelle intimidation. Depuis plusieurs mois déjà, la presse en Guinée subit intimidation, convocation, violences policières, emprisonnement. Cette émission sur Sabari a été la dernière ce mardi, avant l'heure silence radio, mise en place pendant 24 heures pour protester contre cette répression. Une démocratie sans presse, c'est comme un véhicule qui manque d'une roue. Donc moi je crois que nous allons fermer juste pour créer le vide et que les uns et les autres comprennent quelle est la place des médias dans le fonctionnement d'une nation. Il y a 3 jours, le président Alpha Condé a pris lui-même la parole lors des assises de la presse francophone, sans aucune tendresse pour des journalistes clairement menacés. Aucune radio en Guinée n'est en règle. Aucune. Si quelqu'un se rebelle contre la loi, quiconque diffuse ses idées est complice et sera poursuivi par la loi. Moi, je n'ai pas une langue de bois et je n'ai peur de personne. Un président qui, en fermant les radios, a outrepassé ses droits pour les responsables des médias. Il ne revient pas au président de la République d'ordonner cette fermeture. En fermant elle-même ses micros, la presse guinéenne espère donc une prise de conscience de la population et le recul d'un pouvoir toujours plus rigide. Massacre du 28 septembre, un feuilleton sans fin. Ce dossier particulièrement retentissant a encore occupé 2017 du début à la fin. Son procès, maintes fois annoncé mais toujours en attente, vous l'avez compris, nous sommes dans la rubrique justice. Ce monde a aussi été marqué par beaucoup d'autres affaires, non de moindres comme le procès Koula, ouvert au mois de juillet, celui de Madame Boireau qui a débuté le 26 décembre, puis renvoyé au 19 février prochain. Il sera également question de la décision de la Cour suprême qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel dans le procès AOB. Suivez ce survol rétrospectif que nous propose Sekou Jamal Pendessa. « 2017. C'est encore l'incontournable dossier du 28 septembre qui va fortement dominer l'actualité judiciaire du pays, parfois avec des résonances médiatiques jusqu'à l'international. Ce fut le cas le 12 mars, date de l'extradition d'Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, l'un des principaux mis en cause dans cette affaire des crimes commis en 2009 contre des centaines d'opposants en meeting au stade de Conakry pour s'opposer à la candidature annoncée de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte militaire. Il faut rappeler que c'est vers la fin de l'année 2016 que les services de sécurité sénégalais ont arrêté Toumba sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par la justice guinéenne. Dakar a donc joué sa partition en ramenant à Conakry le désormais très célèbre prisonnier. Ce retour forcé va susciter espoir et interrogation chez les victimes du 28 septembre et défenseurs des droits de l'homme. Les uns pensent qu'avec l'arrivée de Toumba, le procès tant attendu va enfin se tenir sous peu, alors que d'autres, ayant encore à l'esprit les multiples annonces du ministre de la Justice, estiment qu'il faut attendre de voir. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi l'on ne permettrait pas à Moussa Dadis Camara de venir se mettre à la disposition de la justice de son pays comme il l'a toujours sollicité. Cette question reste encore sans réponse officielle. Pendant ce temps, le séjour de Toumba se prolonge en prison et ses avocats dénoncent les mauvaises conditions de sa détention. Ils iront jusqu'à raccrocher les robes, c'est-à-dire suspendre leur participation dans cette procédure qu'ils trouvent téléguidée par les pouvoirs politiques. De son côté, le pool des juges d'instruction continue d'instruire le dossier. Au mois de novembre, le ministre de la Justice publie un communiqué pour informer l'opinion que la phase des instructions est bouclée. En réaction à cette sortie de Cheikh Sako, les avocats de Toumba se font entendre à travers une conférence de presse animée le 20 décembre. C'est ce jour-là qu'ils ont annoncé leur retrait définitif du dossier 28. Pour eux,
On est désormais dans un procès jugé d'avance puisque, disent-ils, la procédure suit son cours en violation flagrante des droits élémentaires de la défense. Toumba aurait été interrogé sans aucun avocat à ses côtés. En plus, aucun des témoins à décharge qu'il a sollicité n'aurait été entendu. Et pire, toujours selon ses avocats, tous les hauts dignitaires inculpés au même titre que lui occupent encore des postes stratégiques au sein de l'administration civile et militaire. Avec le retrait définitif des avocats de Toumba Diakité, certains juristes soutiennent que l'on s'est retrouvé encore face à un autre blocus quant à la tenue de ce procès qui peine d'ailleurs à s'ouvrir depuis des années. Autre dossier judiciaire ayant marqué les esprits au cours de cette année qui s'en va, c'est bien le procès Koula dont les débats ont effectivement démarré le 31 juillet. En plus de la comparution des accusés, le déroulé de ce procès sur la mort de notre confrère reste pour le moment marqué par le passage à la barre de Baouri qui comparaît dans ce dossier en qualité de plaignant. Dans un récit de près de 4 heures, le vice-président contesté de l'UFDG avait chargé plusieurs responsables du bureau politique de ce parti, y compris Selouda Ndiallo dont il avait même sollicité la comparution. Une demande aussitôt rejetée par le tribunal de Dixine. Après quelques séances d'audience, ce feuilleton politico-judiciaire a été interrompu à cause des vacances judiciaires observées par les magistrats au cours du mois d'août. Depuis lors, les audiences n'ont toujours pas repris. Beaucoup d'autres dossiers ont marqué l'actualité judiciaire de l'année. C'est le cas du procès Madame Boiro, finalement ouvert courant décembre après plusieurs reports. Pendant ce temps, le dossier Issa Kamara est programmé pour le 15 janvier prochain. L'ex-commandant du camp d'infanterie de Mali et ses hommes sont poursuivis pour des violences corporelles exercées en 2016 sur des habitants d'une localité de cette partie de la préfecture de la Moyenne-Guinée. On retient également cette décision coup de tonnerre par laquelle la Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel dans le procès AOB. En vertu de cette décision rendue le 27 mars, la situation des personnes condamnées dans l'affaire dite attaque contre le domicile privé du chef de l'État doit être réexaminée. Mais en attendant, AOB, Fatou Badiar et consorts vont rester en prison puisque la demande de mise en liberté conditionnelle introduite par leur avocat a été rejetée. Sur le plan institutionnel, retenez que quelques réformes du secteur judiciaire annoncées en 2016 sont rentrées en vigueur cette année. Comme prévu, les tribunaux de première instance ont effectivement commencé à statuer sur des affaires criminelles. Ce type de dossier était jusque-là réservé exclusivement aux assises qui se tenaient au niveau des 2 cours d'appel du pays. Celle de Conakry qui couvre la Basse et la Moyenne-Guinée et la cour d'appel de Kankan pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Cette décentralisation des compétences a permis de minimiser le retard dans le traitement des dossiers qui ne cessaient de s'accumuler. Mais attention, ce n'était pas le seul facteur retardant puisque jusqu'à présent, certains dossiers comme 28 traînent encore et encore. Le secteur de l'éducation a été secoué d'abord en début d'année par la grève des enseignants ayant pour conséquence la perturbation des cours suivie de nombreuses manifestations des élèves qui réclamaient le retour des professeurs dans les salles de classe. Une dizaine de morts, des blessés et des dégâts matériels seront enregistrés, puis suivra le limogeage d'Ibrahima Kourouma, le ministre de l'Éducation d'alors. Il sera remplacé par Ibrahima Khalil Konaté Kaokari. Dès novembre, ce dernier aussi va être confronté à une autre grève particulièrement mouvementée. C'est à peu près le même scénario que celui du mois de février. Kadiatou Diallo a suivi ce dossier pour nous. Voici sa rétrospective annuelle. Tout comme l'an dernier,
2017 aussi a été une année très mouvementée au niveau du système éducatif guinéen. Des manifestations récurrentes dues à la grève des enseignants et la suspension des cours par les universités privées sont entre autres difficultés auxquelles l'éducation nationale a été confrontée cette année. Au mois de février déjà, la fermeture prolongée des classes due à la grève des enseignants contractuels qui exigeaient leur engagement aboutit à un soulèvement populaire dans tout Conakry. Bilan, 8 morts, des personnes blessées et beaucoup de dégâts matériels. Le ministre Ibrahima Kourouma sera limogé et remplacé par Ibrahima Khalil Konaté, jusqu'alors directeur communal de l'éducation de Matoto. Dès après sa prise de fonction, Kao Kare va multiplier les rencontres avec les acteurs impliqués dans le système éducatif guinéen. Au mois d'avril, 928 enseignants contractuels immatriculés ont été engagés à la fonction publique. De là, un climat de confiance va commencer à s'installer entre le département de l'éducation et les enseignants. Un mois seulement après ce compromis, l'éducation sera de nouveau confrontée à une autre crise, mais cette fois-ci au niveau de l'enseignement supérieur avec la grève lancée le 23 mai par la CRESUP pour non-paiement des arriérés de boursiers de l'État. Une grève qui a, pendant une semaine, perturbé les cours dans les différentes universités privées de la capitale. Quelques jours plus tard, un accord sera trouvé entre le ministre de tutelle et les promoteurs des institutions d'enseignement supérieur privées. Au compte de cette année qui s'en va, on peut noter le terrible échec enregistré aux examens nationaux. Selon les statistiques officielles, le taux d'admis au baccalauréat est de 23% seulement contre 25% au BEPC et 63% à l'examen d'entrée en 7e année. Après la proclamation des résultats du bac, le ministre de l'Enseignement a dans un communiqué indiqué qu'aucun étudiant ne sera orienté dans les universités privées. 2 mois après la rentrée scolaire, Ibrahima Khalil Konaté va à son tour être confronté à une nouvelle crise avec la grève lancée par une partie du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée le 13 novembre. Cette grève, qualifiée par les autorités d'illégale et de sauvage, sera suivie par la majeure partie des enseignants, ce qui va occasionner des manifestations des élèves qui réclament le retour en classe de leurs enseignants. Cette grève va enregistrer la mort de 3 personnes, dont un étudiant ivoirien, et des dégâts matériels importants. Pendant cette grève, le gouvernement s'est inscrit dans une logique de durcissement de position. Il a refusé de négocier avec les meneurs de la grève qu'il a toujours qualifiés de rebelles. On assistera même à l'arrestation de 4 syndicalistes alors qu'ils étaient venus au Conseil économique et social pour des fins de négociation. Ils seront libérés 24 heures après. Début décembre, une médiation a été engagée par les chefs religieux du pays. Après plusieurs jours de négociations avec le désormais célèbre syndicaliste Aboubakar Souma, ce dernier annonce la suspension du mot d'ordre de grève à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire finalement autorisée par le gouvernement. La grève est suspendue, mais pour 2 mois, le temps pour les leaders religieux de faire prospérer la plateforme revendicative des enseignants auprès du chef de l'État. Autre chose à ne pas oublier, c'est le passage de Kao Kare à l'Assemblée nationale où il était question de présenter le budget sectoriel de son département. Devant les députés, le ministre de l'Éducation a tout fait pour lire la partie chiffrée de son document, mais il n'y arrivera pas. L'ancien DCE de Matoto s'est plutôt livré à un spectacle de tâtonnement dont les échos ont fait le tour du monde. Le présent budget que vous avez soumis s'élève à 1133. C'est un enseignant qui parle, je ne suis pas beaucoup affronté au montant. À 1 133 milliards 900 545 000. Monsieur Fouré-Oussoutou ne dira pas le contraire. 1000 milliards
1476 milliards 729 millions 872 millions répartis comme suite. Parlons en bref d'un autre volet des services sociaux de base. Il s'agit de l'eau potable et du courant électrique. Deux denrées qui ont souvent brillé par leur absence répétée dans les ménages. Le manque d'électricité a même provoqué une série de soulèvements populaires dans les zones minières de Boké, Kamsar, Kolabouni et Sangaredi. À Conakry, ici, pas de manifestation pour le moment, mais la plupart des quartiers de la capitale sont replongés dans le noir avec le traditionnel tour-tour qui a recommencé depuis la fin de la période des grandes pluies. Environnement et salubrité publique, à ce niveau, nous ferons un tour à l'étranger pour parler de la conférence de l'ONU sur le climat qui s'est tenue cette année à Bonn, en Allemagne. Mais bien avant, on va rester en Guinée pour toucher du doigt l'épineuse question des ordures que certains qualifient désormais des meilleurs cohabitants des citoyens de Conakry. La très préoccupante problématique de santé publique revient donc au cœur des débats. C'est Oumar Condé qui l'a soulevé. Voici son commentaire. L'un des actes majeurs posés par le gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement reste le déguerpissement des habitations anarchiquement construites à Demoudoula, l'un des poumons écologiques de Conakry. Si bon nombre d'observateurs ont salué l'idée de sauver cette forêt classée de ses agresseurs, ils ont en revanche condamné la démarche du gouvernement qui a déclenché cette opération en saison hivernale. Alors qu'ils vivaient au rythme de la période des grandes pluies de Conakry, de nombreux citoyens de cette partie de la commune de Ratoma reçoivent la désagréable visite des bulldozers qui ne laissent rien sur leur passage. Les maisons là ne sont pas touchées, non. Le fleuve est là. Voilà, ils sont tous touchés, croix. Mais par contre, le fleuve, l'eau est. Pendant que le gouvernement détruisait ses habitations de Demoudoula pour des raisons écolo, l'État lançait un vaste projet d'immobilier sur la corniche sud de Tombo, derrière le palais du peuple. Cet endroit est considéré comme la seule ouverture respiratoire de l'océan autour de la presqu'île de Kalou. Ce paradoxe dans la démarche des autorités a indigné certaines organisations de la société civile, même si ces dernières ont finalement gardé le silence pour des raisons qu'on ignore encore. Au compte de cette année qui s'en va, l'environnement a été une nouvelle fois pollué en Guinée par la présence massive et continue des ordures un peu partout à travers la capitale. Des montagnes d'immondices, on les voyait le long des artères principales, dans les marchés et devant les ménages. Certains commentateurs disent même que les ordures ont été les meilleurs cohabitants des citoyens de Conakry. Les ordures meilleurs cohabitants de l'homme, ça ne peut se dire que dans un sens péjoratif, puisque cette cohabitation est source de putréfaction, doublée d'odeurs asphyxiantes, le tout aggravé par des questions de santé publique. Et pire, cette fois-ci on assistera à l'extraordinaire. Le 22 août 2017, 9 personnes sont tuées par des ordures au cours de l'effondrement spectaculaire de la décharge publique de Dar es Salaam. Ce jour-là, de nombreuses maisons de l'entourage y sont englouties par des déchets boueux à la suite des pluies diluviennes. Bien avant ce cas de Dar es Salaam, Conakry était déjà confronté à de nombreux cas d'inondations publiques comme celle du 16 juin, ici au marché Avaria, à Madina.
Sur le plan international, l'actualité environnementale a été marquée par la COP23. La conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique s'est tenue cette fois-ci à Bonn en Allemagne. 2 ans après la naissance de l'accord de Paris, le rendez-vous de Bonn devait à la fois régler les modalités techniques de l'accord et être une véritable rampe de lancement pour permettre au monde de se placer sur une trajectoire qui limitera le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Un objectif difficile à atteindre dans un contexte de plus en plus préoccupant, avec notamment le désengagement des États-Unis de Donald Trump, l'un des 2 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre avec la Chine. D'autres pays industrialisés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour permettre aux pays pauvres de s'adapter aux impacts du dérèglement climatique. Une somme considérée comme très en deçà des besoins. Dans la rubrique drame et calamité, c'est encore la route qui a fait beaucoup de victimes cette année. Début mai, une trentaine de jeunes sont morts à la suite du tragique accident de Yorokogia dans Dubreka. Après 1 mois et quelques seulement, 6 artistes en partance pour Cancan périssent dans un autre drame routier enregistré au niveau de Kouroussa, puis suivront beaucoup d'autres accidents de la circulation, notamment sur la route de Kindia. En 2017, ce chapitre a enregistré l'extraordinaire avec le drame de Dar Salam, où une montagne d'ordures s'est effondrée sur des habitations, faisant près de 10 morts. Reportage. L'année 2017 aussi a été teintée d'émotions pour les Guinéens, frappés par de nombreuses morts enregistrées à la suite des accidents de la circulation notamment. L'énorme bilan a commencé par celui survenu le 5 mai sur la route de Dubreka où un minibus plein à craquer en partance pour un mariage a heurté un camion rempli du sable. Cette tragédie nationale a causé une trentaine de morts et plusieurs blessés. Cet accident de Yorokogia est le plus meurtrier de l'année 2017. Seulement 5 jours après, un autre accident de la circulation survient toujours à Dubreka, vers Kagbele. On déplore cette fois-ci 3 morts sur place et un 4e qui succombera à ses blessures un peu plus tard. Là également, c'est un camion qui est rentré en collision avec un minibus transportant des passagers. 2 des victimes étant des élèves, leurs camarades ont incendié le camion, auteur de cet accident, avant de barricader la route, paralysant ainsi la circulation. Les accidents de la circulation s'enchaînent ainsi sur la route de Dubreka. Le 21 octobre, un camion et un véhicule de transport en commun se rencontrent dans le district de Bawa. Cet autre télescopage fera un bilan de 3 morts et 7 blessés. La route de Dubreka a donc été particulièrement meurtrière cette année. Après la préfecture de Dubreka, on assistera à d'autres tragédies routières dans la préfecture de Kouroussa. Là-bas, 6 jeunes musiciens en partance pour un concert à Cancan sont fauchés en une fraction de seconde. Nous sommes le 21 juin. Ce jour-là, la voiture de l'artiste Djoumessi qui était avec son manager, accompagné de 4 autres amis, se heurte à un camion. L'engin lourd, voulant éviter une vache sur la route, avait complètement laissé son côté. Ces membres du groupe Force Tranquille avaient posté la photo de leur départ sur la toile. C'était leur dernière apparition publique sur fond d'adieu. Les messages de désolation inondaient les réseaux sociaux. À Conakry, les accidents de la route ont été moins mortels cette année par rapport à ceux de l'intérieur du pays.
Restons justement à l'intérieur du pays, cette fois-ci à Kindia, pour parler d'un autre accident qui a causé la mort de 3 personnes et plusieurs blessés. Un bus rempli de passagers en partance pour Kissidougou perd le contrôle pour se renverser par la suite, puis suivront 2 autres de plus de 10 morts chacun. Après les tragédies routières, mettons le cap sur ce drame du 20 septembre 2017. Cette fois-ci, ce sont des ordures qui vont tuer 9 personnes à Dar Salam. À la suite de grandes pluies sur la capitale guinéenne, la décharge publique de Conakry s'effondre sur des habitations d'alentour. Pourtant, les risques d'éboulement de cette décharge compost avaient été signalés aux autorités qui avaient promis de la délocaliser pour Dubrika. À ce drame de Dar Salam s'ajoute la disparition d'un petit garçon emporté par des eaux de pluie diluviennes en septembre dernier. Jusqu'aux dernières nouvelles, ses parents ne l'auraient pas retrouvé. J'ai dit à Taïbou de sortir le ballon, nous allons jouer. Quand on a fini notre partie de jeu, on est allé un peu devant, il y avait de la pluie, il a levé sa chemise et il est parti à la maison. Il y avait beaucoup de pluie lorsqu'il a perdu une de ses chaussures. C'est ainsi qu'il est allé à sa recherche, l'eau lui a emporté. Cap à présent sur ce drame de dernière minute enregistré le 23 décembre. Il s'agit d'un accident de travail qui s'est produit au sein de l'usine Les Grands Moulins de Conakry, située à Kagbélé, dans la commune urbaine de Dubrika. Le mur d'un hangar en construction s'y est effondré sur une dizaine d'ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Bilan, 2 morts sur place et 2 autres auraient succombé un peu plus tard à l'hôpital, sans compter de nombreux blessés graves. Cet autre cas d'accident de travail relance le débat sur la protection des travailleurs dans les chantiers gérés par des entreprises installées en Guinée. Et ma téléspectateurs, vous venez de vivre avec nous l'essentiel des faits marquants de 2017. Chaque nouvelle année apporte son lot de surprises. Nous vous envoyons ainsi des étoiles de paix, de solidarité, de vérité et d'amour pour illuminer votre vie toute l'année 2018. Le groupe Gangan souhaite bonne et heureuse année à tous.